Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Vous rêvez d'acheter un bien, mais entre la hausse des taux et l'explosion des coûts, le chemin semble semé d'embûches. Quels sont les leviers à actionner pour y parvenir malgré tout ? Camille Delannoy reçoit Laureline Bragard, spécialiste de l'immobilier chez WeInvest, afin d'en discuter. Alors, avec tout cela, est-ce que les Belges peuvent encore rêver d'accéder à la propriété ? Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. C'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, les trois facteurs cumulés, donc la hausse des prix, on note quand même plus 18% entre 2021 et 2023, c'est pas rien. La remontée des taux, on est passé d'un taux à environ 1%, 1,4% en moyenne en 2022, et puis il est passé à plus de 4% en 2023 aux périodes les plus hautes. Et puis l'imposition de la rénovation, cumulée à la forte hausse de la main-d'œuvre et des coûts de construction, ça rend les choses assez compliqué pour la propriété et pour répondre aux futures exigences de rénovation, comme je le disais. À côté de ça, malgré tout, en Belgique, on est quand même assez bien protégé puisqu'on a l'indexation automatique des salaires, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays européens. Donc, ça permet de protéger un petit peu le Belge face à cette augmentation des prix qu'on retrouve, certes, dans l'immobilier, mais partout ailleurs. Néanmoins, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu pour préparer ce podcast. L'augmentation des prix de l'immobilier, elle a largement dépasser finalement l'augmentation de la hausse des revenus. Donc j'ai trouvé l'information comme quoi entre 2018 et 2023, les prix de l'immobilier ils ont augmenté de 30% en moyenne en Belgique, alors que les salaires ils n'auraient augmenté qu'entre 15 et 18% en fonction du secteur dans lequel on se trouve. Donc voilà, c'est à modérer, je dirais. Et alors justement, donc, une région qui est particulièrement touchée, c'est Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, où il y a eu un véritable exode après la crise sanitaire, notamment, on pense aux gens qui ont déménagé. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a que 60% des habitants les 60% des habitants ne sont pas propriétaires, en fait, en région de Bruxelles-Capitale. Est-ce que vous pensez que c'est dû au prix de l'immobilier? Que le fait que 60% des habitants de Bruxelles soient locataires, ça ne signifiait pas nécessairement qu'il y a un exode de la population. On voit que, au contraire, la population bruxelloise, elle continue de croître. Mais en effet, le prorata des propriétaires, il est en train de diminuer, en tout cas si on compare par rapport à il y a 20 ans. Et pour moi, ce chiffre il s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, dans un premier temps, c'est que les grandes villes ont toujours un taux plus important de locataires que les zones rurales. Ça, c'est une chose. Bruxelles, c'est un hub international. On est capitale de l'Europe, donc malgré tout, ça attire une certaine tranche de la population qui est, elle, plus mobile. On pense notamment aux expatriés. Et puis, certes, les prix sont plus élevés en ville qu'à la campagne. Si on compare par rapport à la moyenne belge du loyer, ou du coût de l'habitation, globalement, Bruxelles est 65% plus cher que la moyenne belge. Donc, c'est vrai que l'accès à la propriété reste malgré tout plus difficile parce que, de nouveau, les salaires ne le compensent pas. Et alors, 2024, ça a été une année assez compliquée finalement pour l'immobilier. Est-ce que 2025 peut faire la différence ? Est-ce qu'on voit déjà une différence aujourd'hui ? 2024 a surtout été marqué par un rush, un décalage entre guillemets sur le secteur de la location, simplement parce que le loyer, l'habitation étant un besoin de base, les gens qui n'ont pas accès à la propriété, ils deviennent locataires ou ils restent locataires. Oui. Et du coup, on s'est retrouvé sur par phénomène de vase communicant, si moins de personnes pouvaient acheter, ils restent sur le marché locatif, ce qui amène finalement à ce que la demande locative dépassait largement l'offre et qui a été d'autant plus accentuée par le fait qu'il y avait un retrait à partir de 2023 des propriétaires bailleurs du marché locatif. Donc ça a accentué finalement ce déséquilibre entre demande et offre. Et 2025, du coup, aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre ? Oui, pour 2025, finalement, ça reste des spéculations à ce stade-ci, mais globalement,
en se disant que les taux se stabilisent et que les prix se stabilisent globalement aussi, ça permettrait à davantage de Belges de pouvoir retourner sur le marché de l'achat. Ceux qui avaient un petit peu postposé leur achat vont pouvoir de nouveau bénéficier de cette capacité d'acheter et du coup désengorger un petit peu le marché des locations. Et alors, justement, donc, selon une analyse ici de Belfius et d'Imoweb, les ménages belges ont gagné un pouvoir d'achat immobilier. Donc, en moyenne, 5 mètres carrés sur 2024. À quoi est-ce qu'on doit cette évolution, finalement ? Cette amélioration, je dirais, elle est directement liée à la baisse des taux d'intérêt. Okay. Parce que simplement, ça augmente la capacité d'emprunt des ménages. Imaginons un ménage qui a une mensualité de 1 000 € sur 20 ans. Avec un taux à 4%, ce ménage, il peut emprunter 165 000 €. Aujourd'hui, avec un taux à 3% tel qu'on le connaît, cette même mensualité, elle permet d'emprunter 180 000 €. Donc, on a une augmentation de 9%. Et finalement, puisque un ménage peut emprunter plus, il peut donc légèrement acheter plus grand. L'analyse de Belfius et d'Imoweb, elle convertit juste cette différence en mètres carrés, simplement. Et du coup, oui, comme vous le disiez, ça permet aux ménages d'acheter 5 mètres carrés supplémentaires en 2024 et ils estiment même qu'en 2025, ils pourraient augmenter 3% supplémentaires, donc au total 8%. À côté de ça, par contre, ils analysent aussi que ces ménages, ils ont perdu 17 mètres carrés habitables durant les années 2022 et 2023. Donc, ça vient à peine compenser cette perte qu'ils ont connue il y a quelques temps. Ok. Et vous disiez tout à l'heure, justement, vous parliez du fait que les gens avaient tendance à attendre, en fait, avant d'acheter, en 2024 notamment. Une des mesures qui a peut-être expliqué ça, c'est notamment en Wallonie, l'annonce de la baisse des droits d'enregistrement. Est-ce que vous pensez que ça a joué et est-ce que c'est une mesure qui peut faciliter l'accès à la propriété ? C'est clair que je pense que cette mesure, elle est positive pour un très grand nombre de ménages qui étaient justement en attente de pouvoir acheter, parce qu'un des gros freins, ça reste les fonds qui sont nécessaires pour acheter de l'immobilier. Il faut savoir que depuis 2019, la Banque nationale belge, elle a fait une recommandation aux différentes banques belges de demander plus de garanties aux emprunteurs, rendant les crédits à 100% de quotité. Pas impossible, ça c'est pas le terme, mais par contre plus difficile à se faire financer pour l'entièreté de son crédit. Elle demandait généralement 10% du prix d'achat en plus des 15% de frais d'achat, donc frais de notaire, droits d'enregistrement. Et du coup, selon les chiffres de la BNB, justement, l'apport moyen d'un primo-accédeur était passé de 41 000 € en moyenne en 2018 à 61 000 € en 2021. Donc ça reste quand même un budget assez conséquent que n'importe quel ménage wallon, bruxellois, même flamand n'a pas nécessairement. Donc voilà, je pense que ces droits d'enregistrement, ça reste une mesure assez positive qui va permettre à un certain nombre de ménages qui n'avaient pas ces fonds propres de pouvoir accéder de nouveau à l'acquisition. Et est-ce qu'elle vaut réellement la peine quand on sait que ça induit la suppression du chèque habitat ? C'est vrai que la réduction des droits d'enregistrement, elle vient supprimer 2 avantages, qui étaient l'abattement, qui était certes moins intéressant qu'à Bruxelles, mais il était quand même présent, et puis les chèques habitat. Donc concrètement, avec l'ancien système, un ménage pouvait économiser jusqu'à 35 000 €. 5 000 € d'abattement, et puis 20 fois 1 500 € de chèque habitat, donc une déductibilité sur les impôts jusqu'à 1 500 €. Donc ça fait au total, si on pouvait tout cumuler ensemble, un montant de 35 000 €. Avec le nouveau régime, finalement, l'équilibre financier, il se situe aux alentours de 368 000 €. Ça veut dire que si vous achetez un bien, et attention, là je vais mettre beaucoup de guillemets, vous étiez dans les conditions pour obtenir un abattement total et recevoir chaque fois une réduction d'impôt de 1 500 € pendant 20 ans, ce qui n'arrive a priori pas souvent, mais voilà, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, alors, la situation, elle n'est en votre faveur que à partir du moment où vous achetez un bien de plus de 360 000 €. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, après tous ces calculs-là, ils ne prennent évidemment pas en compte la dévalorisation de la monnaie au fur et à mesure des années, etc. Et puis j'entends toujours certains experts qui disent « un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Donc finalement, pouvoir
obtenir aujourd'hui ces réductions des droits d'enregistrement, ça permet d'acquérir un bien qu'on n'aurait pas pu nécessairement faire avant plusieurs années, le temps de mettre de côté suffisamment de fonds propres. Et alors justement ici, une fois que la Wallonie a annoncé cette baisse des droits d'enregistrement, la Flandre a réagi aussi. Une région qui ne bouge pas pour le moment, c'est Bruxelles. Bruxelles reste à 12,5%. Est-ce que vous pensez que ça peut créer un déséquilibre entre les régions ? Alors certes, Bruxelles devient légèrement moins attractive fiscalement parlant. Attention qu'on garde un abattement qui est quand même assez intéressant puisque il n'y a pas de frais d'enregistrement qui sont payés sur la première tranche des 200 premiers 1 000 €. Donc ça correspond à un cadeau fiscal de 25 000 €. C'est pas négligeable. J'ai calculé qu'à partir d'un montant de 263 000 €, donc une maison ou un appartement à 263 000 €, ça devient plus intéressant d'acheter en Wallonie plutôt qu'à Bruxelles. C'est un prix qu'on retrouve pas forcément beaucoup à Bruxelles. Non, finalement. voilà, globalement, ça nous permet d'acheter un appartement de 1 ou 2 chambres selon les communes, mais c'est vrai que globalement, on ne trouve pas énormément de biens immobiliers à ce prix-là à Bruxelles. Donc, en tout cas, on y arrive assez vite. Maintenant, c'est vrai que les caisses de la région bruxelloise étant largement vides, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une mesure identique qui soit annoncée à Bruxelles. Et alors, par rapport aux propriétaires notamment, à Bruxelles, justement, on a reconnu un premier loyer dit abusif, sur base donc d'une grille de loyer qui a été proposée par le gouvernement, je pense. Oui, je pense que c'est Nawal Benamou qui s'occupe du logement. Et alors justement, est-ce que cette décision de reconnaître un loyer dit abusif, est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Est-ce que ça va dans la bonne direction ? Bon, je suis un peu biaisée par mon travail chez Winvest. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une espèce de stigmatisation des propriétaires, comme quoi ils seraient riches et avares, tandis que le locataire serait, lui, la partie faible dans l'équation, alors que finalement, en Belgique, on constate qu'on est quand même beaucoup face à des petits propriétaires, et je mets des guillemets, qui ont 1 ou 2 biens, simplement pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards ou pouvoir financer leur pension une fois qu'ils seront passés à la retraite. Donc voilà, ça c'est une première chose. C'est vrai que ce premier loyer abusif, on va dire que c'est un premier pas vers un encadrement des loyers, et ça, dans le secteur de l'immobilier, dans les professionnels de l'immobilier, ça nous fait un petit peu peur, parce que selon moi, ça pourrait aggraver à long terme la pénurie en logement, et ça va décourager simplement l'investisseur à mettre ses billes dans l'immobilier, et simplement à se détourner de ce type d'actifs pour aller les placer dans plein d'autres actifs qui seraient plus intéressants. Aujourd'hui, le marché locatif, il est déjà sous tension. On a une demande qui explose, on l'a énoncé, tandis que l'offre, elle est toujours en train de diminuer, notamment parce qu'il y a pas mal de contraintes sur les épaules du propriétaire, que ce soit au niveau administratif, au niveau des obligations de rénover son bien. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore annoncé, mais à partir de 2033, a priori, les biens avec une PEB F et G ne pourraient plus être loués. Donc ça inquiète quand même pas mal de propriétaires aussi. Des complexités administratives de plus en plus conséquentes et importantes. Je pense notamment au double enregistrement à Bruxelles, des baux, qui devient un peu pénible. Le droit de préférence des locataires aussi, qui est arrivé il y a quelques mois. Donc c'est vrai que tous ces éléments combinés font en sorte que l'investisseur, les propriétaires. L'investisseur, il se dit, ça devient beaucoup trop compliqué d'investir à Bruxelles. Alors, soit il va en Wallonie, soit il va en Flandre, ou alors il se dit simplement, je vais investir dans la bourse, dans la crypto, ou simplement mettre mon argent dans un bon d'État. Donc voilà, c'est vrai qu'on a remarqué en 2023, en 2024, qu'il y avait nettement moins d'investisseurs sur le marché. Et c'est vrai que ce genre de mesures, et notamment le premier loyer dit abusif, qui est énoncé de manière ouverte, ça n'a pas tendance à encourager les propriétaires bailleurs. Et alors vous parliez justement de PEB. Qu'en est-il aujourd'hui justement de ce PEB ? J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins qu'il y a quelques années, où on avait justement interdit d'indexer les loyers en cas de mauvais résultats. Ça, c'était surtout lié à l'augmentation
des prix de l'énergie durant la période post-Covid, je dirais. Mais c'est vrai qu'on y revient, puisqu'il y a des mesures de plus en plus coercitives, avec les premières échéances à 2033. Donc les biens avec un PEB F et G seront a priori interdits à la location à Bruxelles. Il y a quand même pas mal d'incertitudes quant à la prime à la rénovation. Le nouveau gouvernement wallon ne s'est pas encore officiellement prononcé à ce sujet. À Bruxelles, on a les primes Rénolution, mais on l'a vu l'année passée, à partir du mois d'août, les poches étaient vides. Hein, donc voilà. Et puis on n'a de toute façon pas encore de gouvernement formé, donc on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. Et puis, il y a certains politiciens qui parlent de crédit à la rénovation plutôt que de primes. Donc, finalement, à voir. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai un peu de mal à imaginer que Bruxelles va être en mesure de pouvoir rénover jusqu'à presque 50% de son parc immobilier comme ça sur une période de 8 ans. Et puis, de nouveau, qui dit bien rénover dit coût pour le propriétaire qui va devoir d'une manière ou d'une autre, pour qu'il se retrouve dans son investissement, devoir le répercuter sur son locataire. Et il faut qu'on... se rendre à l'évidence qu'il y a la plupart des locataires qui ne sont pas capables de voir leur loyer augmenter de par le fait qu'on augmente comme ça la performance énergétique de leurs biens. Alors, peut-être une dernière question pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ? Quels conseils vous donneriez pour acheter en fait son premier bien, le bien de ses rêves, ou tout simplement accéder à la propriété ? Peut-être quelques petits conseils. Je pense qu'il y a des conseils très pratiques en termes de crédit, par exemple. Et puis après, il y a des conseils plus philosophiques au niveau de l'attente de ce qu'on peut acheter comme premier achat. Pour commencer, je dirais qu'il y a des crédits plus longs qui ont vu leur apparition, notamment sur ces 2 dernières années, avec des crédits qu'on pouvait aller tirer jusqu'à 30, 40 ans. Attention qu'il faut toujours être en train de travailler à l'échéance de son crédit. Oui. Donc, ça ne s'adresse évidemment pas à tout le monde. Il y a des systèmes de location-achat qui sont mis en place par les promoteurs immobiliers qui permettent finalement de louer dans un premier temps l'habitation dans laquelle on aimerait bien vivre. Donc on économise d'une certaine manière, évidemment pas à 100%, mais pour acheter, se créer ce petit bien, ce petit bas de laine pour acheter dans un second temps le bien qu'on occupe. Donc ça, c'est une solution pourquoi pas intéressante. Il y a un crédit bullet qui peut être intéressant, qui n'est pas toujours accessible et pas toujours connu de tous, et toutes les banques ne le permettent pas, mais ça permet de rembourser seulement les intérêts et pas le capital durant toute la durée du crédit. Donc ça permet d'avoir des mensualités beaucoup plus restreintes. Donc c'est assez intéressant pour des personnes qui n'ont pas nécessairement énormément de salaire, de moyens. Voilà, exactement. Maintenant, il y a le revers de la médaille, évidemment, c'est qu'il faut payer au terme du crédit le capital. Oui. Donc voilà, soit par la revente du bien immobilier, soit par un héritage ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, en tant que primo-acquéreur, si on s'entend très bien avec ses parents, mettre une hypothèque sur le bien familial, s'il est partiellement ou totalement remboursé, ça permet finalement d'apporter une garantie supplémentaire. Quand on pense les 10% que j'abordais tout à l'heure en disant, voilà, on doit apporter 10% du montant comme garantie bancaire pour accéder à l'achat, ça pourrait être une autre garantie, une autre forme de garantie en prenant une hypothèque sur le bien familial. Ça signifie simplement que la banque aurait, si jamais les enfants ne remboursaient pas leur crédit, pourraient revendre la maison familiale pour se rembourser. Mais voilà, globalement, on sait que 99% des crédits hypothécaires sont payés, donc a priori, il y a peu de risques les parents prennent peu de risques en acceptant ce genre de solution. Donc voilà, ça c'est une première chose au niveau très concret. Maintenant, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans un premier temps, il vaut mieux commencer petit. Surtout à Bruxelles, on connaît cet abattement de 200 000 €, pourquoi pas en bénéficier pleinement, acheter un bien dans lequel on occupe pendant un petit 5 ans. Studio, voilà, exactement, un petit studio, une chambre. On sait que c'est pas le bien de notre vie, on sait qu'on ne va pas y habiter plus que 5 ou 10 ans. Mais voilà, ça permet après de pouvoir faire un effet boule de neige. Simplement, la prise de l'immobilier permettra d'acheter autre chose ou simplement de revendre avec une plus-value. Donc ça, c'est assez intéressant.
Pourquoi pas, si c'est pas possible, parce que la structure familiale ne le permet pas, d'avoir quelque chose de plus petit, pourquoi pas acheter et le mettre en location, et puis vous acheter un bien dans lequel, louer votre résidence principale. Ça, c'est une solution aussi pour malgré tout investir dans l'immobilier. Je pense que ça reste malgré tout un excellent placement. Et puis, je pense que se former, écouter des podcasts comme celui-ci pour continuer à être au courant de certaines facilités, de certains crédits particuliers qu'on n'a pas toujours tendance à connaître ou que les banques ne proposent pas de manière automatique et qui permettent finalement d'aller chercher des petites astuces pour financer plus facilement son achat. Laureline Bragard nous a partagé ses meilleurs conseils pour surmonter les défis de l'accès à la propriété. Vous allez voir, c'est possible. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Z Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.